Alors, peut-on encore développer une entreprise familiale pérenne? On a parlé dans la table ronde précédente de ce que c'était que la pérennité, notamment le témoignage très intéressant de Priscilla de Moutier de Vindel, une grande famille qui a fait sa mue au travers de l'histoire. Mais il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui se posent ces problématiques-là. On a eu une table ronde également assez passionnée, assez passionnante. Essayer de jouer un peu la contradiction avec l'ancien ministre Renaud Dutreil, qui, évidemment, s'est rendu célèbre pour avoir rendu possible des pactes de transmission qui permettent de faciliter, et en tout cas de rendre fiscalement moins pénalisant la transmission des entreprises. On voudrait revenir un petit peu plus en détail sur ces questions, et plus largement sur ce qui manque aujourd'hui, et c'est ce que je vais demander aux trois intervenants qui sont là, ce qui manque aujourd'hui pour avoir... les 10 000 ETI qu'on espère en France, ou les 100 000 familles dont parle Cyril Chevrillon, que je salue. Merci de mettre votre masque, s'il vous plaît, monsieur Chevrillon. Cyril Chevrillon, qui est président du groupe Chevrillon, qui est lui-même représentant d'une famille, donc capitaux familiaux, mais qui va nous parler également de sa vision. Je pense qu'il vous n'allez pas vous endormir. Alors, pour en parler également, nous avons Frédéric Lucet, qui est partenaire chez Family & Co, qui, la Tribune, a co-organisé cet événement de cet après-midi. Et enfin, qui est également partenaire avec nous, mais qui est venu nous parler en tant qu'expert de la fiscalité, Jean-Godefroy Desmazières, directeur général du groupe Fidal. Alors, on va commencer avec vous, parce que j'aurais bien aimé savoir comment, vous avez entendu tout à l'heure des débats, vous m'avez dit, comment vous avez réagi à ce qui s'est dit sur la problématique, faut-il réformer ou pas le pacte Dutreil, faut-il aller jusqu'à la suppression totale des droits de transmission pour préserver l'entreprise familiale? Renaud Dutreil disant, si je vous retire 2 litres de sang d'un coup, vous n'allez pas aimer ça. Donc effectivement, il a essayé d'expliquer qu'économiquement, ça fait sens, en tout cas ça se fait dans d'autres pays. Mais ça fait peut-être sens économiquement, politiquement, ça peut faire débat. Donc avant d'en revenir dans la question avec vous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la fiscalité de l'entreprise familiale, et quels sont les points finalement qui ont bougé, qui ont changé ces dernières années, plutôt dans l'amélioration quand même? Plutôt dans l'amélioration, oui, assez clairement. Alors c'est un peu intimidant de passer derrière le maître, hein, quand Renaud Dutreil parle derrière, on commente, hein, mais on hésite à parler. Oui, il y a une vraie amélioration. Il y a une vraie amélioration. La triple peine fiscale a disparu. Quand même. Exactement. Elle a disparu. En tout cas, elle s'est améliorée assez grandement. Alors, on a beaucoup d'entrepreneurs familiaux qui ont quand même le sentiment, en fait, de se faire tirer du sang. Il faut dire les choses. Simplement, il y a eu une période où la fiscalité était un cancer des entreprises. Hein. C'était cette période de 1984 à 2000. C'était quelque chose d'assez épouvantable. On avait la fiscalité de la détention, hein, qu'on appelle la fiscalité du stock, qui était l'ISF, qui était quasiment confiscatoire. Une fiscalité sur les dividendes, sur les flux, qui était très importante. Et surtout une fiscalité de la transmission, qui était absolument considérable. Et en cela... Donc on avait un flux de départ d'entreprise. Et donc on avait un flux reconnu. Alors, même la gauche avait compris, on en parlait à l'époque, même la gauche voulait supprimer l'ISF sous Strauss-Kahn, vous vous en souvenez peut-être, en tout cas le réformer. Alors l'ISF a été suspendu pendant 2 ans, de 86 à 88, mais ça n'a pas duré assez longtemps. Non, je parle de la gauche de Jospin. Quoi. À la gauche, il y avait un débat à la gauche sur cette question. Dans cette période-là, les entreprises ne sont pas parties, mais par contre, effectivement, elles ont été vendues, et des dirigeants sont partis en revanche. Il y a beaucoup de familles en fait, qui sont parties à ce moment-là, parce que laissant les entreprises en France, elles pouvaient aussi transmettre à des coûts qui étaient des coûts plus faibles. Alors, depuis lors, Renaud Dutreil est effectivement passé par là. Renaud Dutreil s'est occupé de la fiscalité de la transmission en tant que telle. Et on a eu derrière d'autres réformes, la suppression de l'ISF en décembre 2017, et l'instauration de la flat tax, hein, qui permet une imposition à 30% des dividendes. Vous disiez tout à l'heure sur une autre table que lorsqu'on était malin, on pouvait avoir une transmission qui se faisait à des coûts qui étaient très faibles, même sans être très malin, mais à condition de préparer. Quand on vient chez nous, au principe, ça va, mais on peut avoir des taux de transmission qui sont de l'ordre de 6%, 7%, ce qui sont des taux... On ne peut pas parler de confiscatoire, quand même. On ne peut plus parler de confiscatoire. Donc, c'est des taux qui sont objectivement faibles, et on peut même avoir des taux qui sont un petit peu inférieurs à ça. Donc, le sujet qui va se poser aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que dans le contexte actuel, on a intérêt à... Je vais reprendre l'expression de Patrick Martin, que j'ai trouvé très juste, est-ce qu'on a intérêt à réouvrir la boîte de Pandore ? Parce que payer de la fiscalité dans le principe lorsqu'il y a de la richesse, c'est quelque chose qui peut s'entendre. À partir du moment où cette fiscalité n'est pas confiscatoire, à partir du moment où la fiscalité est stable, qu'on peut s'y préparer. Et là, avec le Dutreil, on a quelque chose qui fonctionne.
on a quelque chose qui fonctionne parce que c'est un dispositif qui n'a pas beaucoup changé, qui a été appliqué de façon un peu erratique dans un premier temps par l'administration fiscale, mais petit à petit, ça s'est affiné. On a une jurisprudence en fait qui s'installe. Et les chiffres sont têtus. On a beaucoup de dispositifs qui ne marchent pas. Hein, typiquement, le fonds de pérennité, c'est quelque chose qui est intelligent, l'idée est lumineuse, mais vu le niveau des droits de mutation qu'il faut payer quand on dote le fonds de pérennité... Alors, je vous arrête là-dessus parce que vous en parlez. Peut-être expliquer ce que c'est, du coup, peut-être en deux mots, et savoir si ça va bouger, parce que dans le rapport Rocher, on évoque... Oui. Il faut, de toute façon, il faut que ça bouge. Le fonds de pérennité, c'est une alternative, finalement, à un Nutray. En fait, c'est le début de l'actionnariat par la fondation, de la fondation actionnaire. C'est quelque chose comme ça existe beaucoup à l'étranger. Exactement, et ça existe assez peu en fait en France. Il y a un vrai intérêt en fait à cela, mais à partir du moment où on n'est pas confisqué en fait, où une partie pas trop importante finalement de la valeur des titres qu'on y met. Aujourd'hui, c'est quoi la fiscalité? C'est les droits de mutation entre tiers, donc c'est 60%. Donc c'est quelque chose qui fait complètement obstacle. C'est pour ça que ça ne prend pas. Exactement. Mais je vous arrête une seconde. Dans le rapport de Brice Rocher, qu'on avait invité mais qui n'a pas pu venir, ils évoquent également dans le rapport Montaigne, j'ai vu, cette possibilité de faire des fonds de pérennité, des fonds d'action actionnaires françaises avec des abattements plus importants. Vous pensez que ça pourrait être une alternative à une réforme du Dutreil ou en tout cas, une solution pour certaines familles. Oui, ce sont des dispositifs qui ont des buts différents. Mais en tout cas, ils peuvent être combinés. C'est-à-dire que si on n'a pas une amélioration des droits de mutation sur les fonds de pérennité, les fonds de pérennité ne vont pas fonctionner ou pour des valeurs très très faibles. Et la seule solution, c'est d'utiliser le pacte Dutreil pour baisser en fait les droits de mutation. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Le fonds de pérennité, c'est une bonne idée, mais qui ne marche pas. Le Dutreil, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. En 2007, on avait 800 Dutreil qui étaient signés en France. 2 ans plus tard, 2019, on en avait 2000. Et on a un autre facteur qui est un facteur intéressant, qui a été souligné par le rapport de France Stratégie qui était publié le mois dernier. C'est que sur le bilan d'étape de la suppression de l'ISF sur l'outil de travail, sur les actions, exactement. Et la flat tax. Un point sur la fiscalité, effectivement, notamment. Et donc, qui a fait couler pas mal d'angles, mais qui n'a pas forcément été bien lu. Oui, il est intéressant néanmoins, parce qu'il y a quelques points qui sont des points saillants. Et lorsqu'on voit que l'âge moyen des bénéficiaires des pactes Dutreil, donc des donataires des titres, a baissé de quasiment 5 ans, en très très peu de temps, ça veut dire qu'en fait finalement le dispositif est mieux compris, qu'il a été appliqué de façon plus large, on passe de 800 à 2000, c'est considérable, mais également avec des bénéficiaires qui sont plus jeunes, c'est-à-dire que l'esprit même en fait fonctionne bien. Frédéric Lucet, donc vous sur la fiscalité, en préparant cette émission avec vous, vous aviez un discours peut-être un petit peu différent. Il ne faut pas se focaliser d'abord sur ce sujet, et puis même pas forcément anormal de payer un peu d'impôts quand on hérite. Vous avez un discours... Alors vous êtes ancien notaire, je précise. Oui, c'est l'ancien notaire qui parle en partie, mais c'est aussi le fondateur de Family & Co. Donc oui, ne pas se focaliser sur la fiscalité. Bon, d'abord, c'est un réflexe intelligent, ça, beaucoup l'ont rappelé, mais même, et de façon assez sportive, je dirais, Patrick Martin l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la transmission n'est pas que affaire de fiscalité. Il y a aussi une tendance parfois à ne pas transmettre, ou à transmettre trop tard, ou à transmettre dans de mauvaises conditions. Déjà, si on essaie de faire la part des choses, la transmission du pouvoir n'a rien à voir avec la fiscalité. Vous pouvez transmettre le pouvoir dans une entreprise, ça coûte 0. Nommer un descendant ou une descendante comme CEO, ça n'a jamais entraîné la moindre fiscalité. Donc on ne parle que de transmission du capital. Or, dans beaucoup de transmissions qui bloquent, c'est la transmission du pouvoir plus que la transmission du capital qui crée des difficultés. Donc, transmettre, ça s'apprend. Je crois que Nadia Nardonnet a essayé de bien l'expliquer tout à l'heure. Je crois que c'est la raison d'être du Transmission Lab. Et transmettre, ça suppose surtout de distinguer 2 niveaux. Il y a d'une part le projet et d'autre part l'objet. Le projet, c'est mon projet actionnarial. Et ça, d'une certaine façon, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la RSE, ça ne se transmet pas. Ça se construit en continu sur 2, sur 3, sur 4 générations. Et puis il y a l'objet. Alors c'est un objet précieux, pardon de parler de l'entreprise ou des entreprises, parce que c'est encore plus flagrant dans les holdings multimétiers, mais l'objet, lui, il se transmet. Il se transmet en termes de pouvoir, il se transmet en termes de capital. Et quand c'est du capital, il y a de la fiscalité. Mais ce qui fait que souvent, ça se transmet mal ou à contre-temps, pardon, mais c'est juste que le projet n'est pas clair. On a parlé des fonds à un moment donné, ou des boîtes qui se vendent, parce que, effectivement, à cause parfois du sentiment que la fiscalité empêche ou bride
les gens ne peuvent pas payer les droits, quoi. Voilà. Donc parfois c'est c'est toujours à contre, enfin la plupart des cas, c'est pas forcément, ça peut être quelque chose de subi. Mais ce que vous disiez quand même, quand vous vous faites racheter, on paye 100% de la valeur. Alors Quand oui, vous transmettez pas 100% de la valeur, vous payez pas les 100%. En tout cas. ça c'est un autre aspect. C'est l'avantage de la transmission. Il faut quand même il y a un gain pour les héritiers. Il faut faire très attention quand on est actionnaire familial, c'est qu'il faut savoir parler au reste du monde. Je le dis avec beaucoup d'amitié, puisque je travaille avec des entreprises familiales depuis 35 ans. Le reste du monde, ce sont des gens qui, quand ils veulent acheter une entreprise de 100 millions, payent 100 millions. Quand vous recevez une entreprise qui vaut 100 millions, vous payez des droits de succession. Alors, suivant la qualité des conseils qui vous entourent, vous allez payer dans le pire des cas peut-être 40 millions, dans le meilleur des cas quelques millions, donc de l'ordre de quelques pourcents. Mais c'est quand même un droit d'accès au capital et au levier de l'entreprise qui est tout à fait différent. Et qui, de mon point de vue, du point de vue de Family & Co, entraîne aussi d'ailleurs un certain nombre de responsabilités différentes en termes de RSE, mais je ne veux pas anticiper peut-être sur la suite du débat. Alors, je pense qu'il ne va pas forcément être d'accord. On est ravi de recevoir Cyril Chevrillon. Moi, en fait, c'est parce qu'il a écrit, il me l'a dédicacé, un livre formidable. Je crois que c'était en 2015, si je ne me trompe pas. Cyril, les 100 000 familles. C'est vrai que je crois qu'il y a le plaidoyer pour l'entreprise familiale. Édition Grasset, je ne sais pas s'il est encore en librairie, mais je vous fais la pub. Donc, Cyril, vous, à la fois, vous avez une histoire familiale. Vous parlez en connaissance de cause. Vous pouvez nous en dire deux mots. Puis en même temps, vous aviez un discours à l'époque extrêmement inquiet sur la France n'aime pas ces entreprises familiales. C'était un peu une des questions qu'on posait ce matin. Oui. Est-ce que vous avez changé d'avis en 5 ans? Alors, 7 ans. Pour moi, c'est votre débat. La question qui nous a été posée à nous les derniers, si je puis dire, qui était peut-on encore développer l'entreprise familiale, pour moi, c'est la plus intéressante de toutes. Parce qu'on parle, je trouve qu'on a presque un peu trop parlé d'argent, de fiscalité et tout ça, alors que pour moi, la question fiscale, elle est réglée grâce à Yvon Gattaz et Renaud Dutreil pour partie. C'est pas une question juridique, c'est pas une question financière, c'est une question culturelle. Chez nous, pour des raisons de révolutionnaires, d'égalité, c'est écrit sur le fronton de la République et tout ça, on n'aime pas la transmission familiale, on n'aime pas l'héritage, avec des raisons, hein, mais et puis aussi dans ce monde d'immédiateté, On est trop égalitaire. on est trop égalitaire. Or, nous, on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas de bourse qui fonctionne, on a une bourse qui fonctionne vaguement. Et donc, ce qu'on a, et on le voit, LVMH, Kering, Dassault, qui viennent de faire des ventes merveilleuses, Plastic Omnium, toutes ces boîtes, ce sont des boîtes familiales. Nous, ce qui marche en France dans les entreprises, ce sont des entreprises familiales. Et nous, ce qu'on ne sait pas faire, c'est expliquer à nos enfants, à mes enfants, à moi, parce que j'ai une entreprise familiale que j'aimerais bien transmettre, et eux, ils ont chacun leur histoire, ils préfèrent créer leur boîte, faire des tas de choses. Moi, je pense qu'il y a une transmission culturelle à faire aux gens, de manière à leur expliquer pourquoi c'est bien. C'est un peu comme le Rubik's Cube, vous savez, vous vous rappelez le petit machin rouge qu'on tournait, rouge, vert, etc. Il faut voir qu'est-ce que ça apporte à la société, énormément. Il y a eu plein d'études qui ont été faites sur le comportement des salariés, qui trouvent que l'entreprise familiale, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus pérenne, ça licencie quasiment jamais, il faut vraiment qu'ils soient absolument comme ça. On a parlé de sondage qui dit qu'on est plus heureux quand on travaille dans une entreprise à capitaux familiaux. Mais ça me paraît clair. Ça apporte plein de choses à la famille, parce que moi je crois beaucoup à la cohésion familiale, parce que dans une famille qui fonctionne, il n'y a pas de laisser pour compte. Et puis ça apporte plein de choses au pays. Il faut voir. Moi je suis absolument fasciné par l'exemple des Dassault, qui ne sont pas forcément tous dans l'entreprise, mais qui ont réussi à donner une pérennité. Et si on compare ça, il y a 30 ans, aux autres entreprises d'aviation, qui est fabrication d'avions, Nord Aviation et tout ça, il n'y a que Airbus et Dassault qui ont survécu. Airbus avec un déploiement de l'État extraordinaire, mais Dassault par l'opiniâtreté et la vision de 3 générations. Publiques peut-être de temps en temps. D'accord ? Peut-être quelques commandes publiques aussi. Oui, ben ils font des avions, donc c'est normal. Elon Musk aussi, après tout. Hein. Ça me paraît pas anormal. Et donc moi, je considère que il faut que l'on apprenne aux gens. J'avais fait un truc très rigolo. J'avais pris ma petite voiture et j'ai été faire la vallée du Jura français et la vallée du Jura suisse. Dans la vallée du Jura suisse, vous voyez plein de petites entreprises familiales magnifiques, recripolinées avec les volets verts et tout ça. Et quand vous allez au café, il faut bien manger, vous demandez à la cafetière qu'est-ce qui dirige la Suisse, elle ne sait pas. Et par contre, le patron de l'entreprise familiale, alors là, c'est Dieu le Père incarné. Vous faites la même chose 20 km plus loin dans le Jura français, vous voyez que des carcasses d'usines, ex-entreprises familiales, et des gens pour lesquels ça ne leur parle même pas.
Et ça, je pense que donc, ça... ma question est, est-ce que depuis par rapport à quand vous avez écrit ce livre à aujourd'hui, vous avez l'impression que ça va mieux? Est-ce qu'on aime plus l'entreprise Non, ça va moins bien. ou ça va moins Ça va bien? moins Et bien qu'est-ce pour qu'il faut une faire deuxième question culturelle. C'est alors qu'on a quand même créé des start-up depuis. Enfin, voilà, il y a Alors, des... Je suis prof à HEC depuis 15 ans, et quand je posais la question à 15 ans, qu'est-ce que vous voulez faire à mes étudiants, 90% voulaient aller chez Goldman, Pricewaterhouse et des choses comme ça. Ça, c'est fini. Maintenant, ils veulent tous faire une start-up. Mais quand je leur parle de l'entreprise familiale, alors là, c'est le blanc. Il Parce faut que réhabiliter l'entrepreneuriat mais familial. la transmission, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils font, parce que nous, on a un groupe, on a un garage à entreprise. On en crée, on en développe. Combien vous en avez? Et on en a créé ou participé à la création d'une centaine. On en a aujourd'hui, on doit avoir 18 entreprises dans le portefeuille. Et quand on parle aux gens qui démarrent leur boîte, on vient de faire ça avec une magnifique entreprise de jeux vidéo auquel on a participé à la création directement, ça se vend. Parce qu'au bout de 5 ans, l'immédiateté fait que le chèque est là, l'entreprise américaine, chinoise, japonaise est là, et hop, ça se vend. Donc il n'y a pas de... Ce qui manque aujourd'hui, c'est un actionnariat français qui pérennise et développe les entreprises françaises. C'est surtout le goût de pérenniser et de développer. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, il se pose la question, mais ça se pose pour moi aujourd'hui, pour savoir... Pourquoi ils se vendent aux Américains, est-ce qu'on vend pas à nous? Parce que, quand j'ai créé la première boîte, qui était une boîte de gestion de patrimoine, chauffeur-fil du patrimoine, je reconnais que je l'ai vendue aux Suisses. Et maintenant, c'est UBS France. Et donc, on a la tentation. Et la tentation est beaucoup plus forte aujourd'hui, parce qu'il y a plein de fonds d'investissement qui arrivent avec des chèques absolument spectaculaires. Il faut voir, je veux dire... J'ai vu ça avec la boîte de jeux Est-ce vidéo. qu'on a des dynasties là aujourd'hui qui se créent? Bon, vous avez cité LVMH, vous avez cité Kering, vous avez cité quelques autres. Prenez Xavier Niel, qui dit en plus la France est un paradis fiscal, il a réussi. Oui. Il n'est pas parti avec des fortunes, il a créé une fortune. Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est quand même possible en France, Non, malgré ce qui est possible, c'est de réussir et dont on d'entreprendre. dit on a des boulets aux pieds, etc. Non, il faut qu'on arrête 5 minutes de taper sur la France, parce que la vérité, c'est que la France fonctionne quand même. Il y a bien des trucs qui ne marchent pas, mais enfin, la France fonctionne quand même très bien. Ouais. On y est très heureux. Moi, j'ai habité 15 ans à l'étranger, et donc je peux voir des endroits que tout le monde trouve formidables, comme New York et Londres. Vous êtes content de payer les impôts? Mais oui, il ne faut pas en payer trop, mais il faut en payer. Sinon, c'est le scandale au sens grec du terme. C'est-à-dire les gens sont dans la rue. Je pense que c'est tout à fait anormal d'imaginer qu'on puisse transmettre une entreprise et rien payer du tout. Moi, ça me paraît juste surréaliste. Il ne faut pas payer trop, parce que sinon, il n'y a plus de transmission. On l'a vu avec Mitterrand. Mitterrand, lorsqu'il a... mis la transmission familiale des entreprises au même niveau que les transmissions, que l'héritage normal, 100% des boîtes qui se sont vendues pendant son mandat ont été vendues à l'étranger. Donc ils ont compris, grâce à M. Dutreil et grâce à M. Gattaz, c'est M. Gattaz qui, il ne faut pas l'oublier, qui a inspiré M. Dutreil, et ça a changé. Donc ça, c'est un problème réglé, pourvu qu'on ne change pas. Le problème... C'est quoi? C'est l'envie. La croissance, en fait, c'est ça. C'est l'envie. Mais c'est l'envie. Faire de la croissance en France. Est-ce que vos enfants ont envie d'être patrons de PME? Quand vous êtes dans un dîner, vous êtes start-upper, c'est génial, vous êtes patron de PME, c'est un peu craignos. Frédéric Lucet, là-dessus, sur ce que vient de dire... D'un autre côté, toutes les belles entreprises familiales de demain, ce sont les start-up d'aujourd'hui. Barthélémy Guillain ne l'a pas dit tout à l'heure, mais regardez les entreprises de l'AFM, une cinquantaine d'enseignes au bas mot. Il y en a plein qui n'existaient pas. Ce sont des entreprises qui ont presque toutes moins de 50 ans et qui ont été créées non seulement comme des start-up, mais parfois contre la volonté familiale, justement parce que... Donc c'est peut-être ça aussi, dans la culture d'une entreprise familiale, il y a quand même cette culture de la création, il y a cette culture de la prise de risque, alors accompagnée évidemment par... c'est ça, de savoir faire un peu sans, parfois à la famille, pas forcément contre, mais aller un petit peu à côté, et puis y aller vraiment, avec des convictions fortes qui sont... C'est vrai que ce que dit Cyril est vrai, enfin, beaucoup de jeunes, pas tous les jeunes, mais il y a quand même énormément, on voit une explosion de la création d'entreprises. Ça a encore augmenté avec la crise Covid. Alors, tous ne sont pas des grosses entreprises. Il y a beaucoup qui subissent peut-être ça parce qu'ils n'ont pas de boulot. Donc, il faut bien qu'ils créent leur propre job dans des métiers qui sont des métiers d'indépendants, y compris pour livrer des pizzas. Mais il y a quand même est-ce qu'il y a un état d'esprit qui vous semble à encourager, ça peut être ça aussi la conclusion de la journée, de pouvoir créer un nouveau flux de ces entreprises familiales? Est-ce qu'on a le terreau en France
pour redevenir, un peu comme on le dit pour l'Angleterre ou les États-Unis, sortir de cette vieille culture un petit peu catho, qui faisait qu'on n'avait pas cette culture en France, on n'aimait pas la réussite entrepreneuriale. Est-ce qu'il faut un peu comme Tapi, qui a disparu, qui à un moment donné a dit « mais c'est formidable l'entreprise ». Oui, alors ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de tentatives d'entreprises qui un jour seront familiales. Encore une fois, Pour montrer des rôles modèles comme ça. Voilà, si on arrête de regarder le monde en photographie, mais si on tourne le film, toutes ces startups d'aujourd'hui seront des belles PME ou même au-delà, familiales. Je vais prendre un mouvement, par exemple. L'entrepreneuriat féminin est en train d'exploser en France. Il est en train d'exploser en France, et que je sache, les femmes ont aussi des familles autour d'elles. Absolument. Elles sont mères de famille, elles sont, etc. Donc vous ressentez quand même qu'il y a un changement. Il y a une énergie très forte à la création d'entreprises. Et encore une fois, il n'y a aucune raison que ces startups d'aujourd'hui restent des startups de demain. Et c'est d'autant plus vrai avec le mouvement RSA, RSE. Alors RSA, j'explique quand même d'un mot, c'est que l'actionnaire aujourd'hui, quelle que soit la taille de responsabilité sociale de l'actionnaire. Sociétale de l'actionnaire, effectivement. Pas confondre. La RSA, c'est exactement ça. C'est que l'actionnaire familial, quelle que soit la dimension de l'entreprise, ne peut pas rester indifférent au sujet de RSE. Alors c'est pas à lui d'aller sur la stratégie RSE opérationnelle, c'est quand même à lui de poser le genre de beauté sur des comportements qu'il admettra ou même dont il fera la promotion et d'autres qu'il n'acceptera jamais, etc., etc. Je crois que vous avez Pauline Duval qui intervient ensuite avec Antoine Fievet. Tous deux, ils ont plein de choses à dire là-dessus. Alors, ils ne l'ont peut-être pas dénommé responsabilité sociétale de l'actionnaire. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand vous avez accès à un capital familial à un prix relativement modéré, je dis bien relativement, et tout le monde aimerait que la fiscalité baisse, vous êtes forcément beaucoup plus attendu sur les aspects sociétaux que quelqu'un qui a dû faire des sacrifices immenses pour avoir accès au même capital. Et donc, l'actionnaire familial qui faisait déjà en effet de la RSE sans le savoir, mais ça c'est la RSE de l'entreprise, il est attendu en tant qu'actionnaire familial. Il y a eu un peu cette révélation, on a explicité tout d'un coup ce que c'était que la RSE pour les entreprises familiales qui en faisaient déjà, mais il est attendu aussi sans doute à l'étage du dessus. Et un jour, ça va émerger. Donc c'est quoi la mission de l'actionnaire familial sur ces différents sujets? En tout cas, c'est une de mes convictions que la RSA est un sujet qui bientôt va trouver toute son importance. Et si on regarde un peu l'histoire, parce que Cyril Chevrillon, vous êtes féru d'analyse historique dans votre livre, vous faites un peu toute l'histoire de l'entrepreneuriat en France. Vous parliez de Mitterrand tout à l'heure. Quand c'est arrivé, on était en crise, la France, le monde était en crise, il y avait eu les 2 chocs pétroliers, on se posait la question de l'emploi, on a pris des décisions avec l'arrivée de la gauche qui n'étaient pas forcément rationnelles, on peut en discuter, mais qui disaient en gros, il va falloir que l'État se substitue, donc il va falloir financer l'État, donc on taxe qui? Les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, donc on est 40 ans plus tard, pardon, est-ce qu'on est en train d'entrer dans un nouveau paradigme où on peut espérer retrouver le plein emploi par ce mouvement entrepreneurial? Le deal, c'est OK, moins d'impôts, mais alors il faut des emplois en face. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la société en ait pour son compte. Est-ce que c'est ça aussi le chaînon manquant qui aujourd'hui fait qu'il n'y a pas forcément un accord politique sur la reconnaissance, d'une certaine façon, de l'entrepreneuriat et du coup d'accepter qu'il paye moins d'impôts pour préserver l'outil de travail et donc permettre de l'installer, le pérenniser, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de cette nature? Alors pour moi, d'abord... Changer d'époque, quoi. Ça fait 30 ans, 40 ans on parle de crise, de l'emploi, de chômage, de masse, etc. Est-ce qu'il ne faut pas changer le paradigme? Moi, je pense que que la transmission est axée là où elle devrait être. Personnellement, comme je dis, je pense qu'il faut payer un peu d'impôts. Par contre, il y a certainement un sujet au niveau de la taxation des entreprises. Pas tellement au niveau du pourcentage de taxation, du montant effectif payé. Et de là, c'est ce que disait le président du MEDEF en disant qu'il y a 289 impôts en France sur une entreprise, dont un qui s'appelle quand même contribution volontaire obligatoire. Il fallait le faire. C'est un peu le pays des fromages. Il faudrait simplifier tout ça et taxer. Oui, je pense que c'est plus la simplification. Quant à l'emploi, pour moi, il y a 2 choses. La première chose, c'est que... contre les impôts de production, là, ce que vous voulez dire. Oui, notre mission à nous, chefs d'entreprise, pour moi, on en a une vraie, c'est l'emploi. Notre mission, c'est de fournir du job, non seulement aux jeunes, mais aux moins jeunes. Et nous, en particulier, on fait très attention à devoir jamais faire le... Donc le consensus social, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, on a eu une paix sociale dont je me félicite, qui vient pour une bonne partie que
nous payons systématiquement plus les gens chez nous que la moyenne, on fait des études là-dessus. Et deuxièmement, nous faisons attention à ce que chacun trouve une place. Et donc on embauche tout le temps. C'est aussi parce qu'on est une entreprise en croissance. Je pense que le chômage vient d'une chose complètement différente. C'est un niveau un problème culturel, un problème d'école. C'est que les gens dont on a besoin ne sont pas les gens que nous fournit l'Éducation nationale. Et donc il y a une espèce de bridge douloureux entre les aspirations des gens qui veulent faire des choses pour lesquelles ils ont fait des études longues, dont malheureusement l'entreprise a assez rarement besoin. Si vous comptez les pandas en Chine, c'est passionnant. Je n'ai pas besoin de compteur de pandas. Et donc il va falloir à un moment ou à un autre que l'Éducation nationale parle à l'entreprise pour qu'il se fasse des formations qui se correspondent. Alors les grandes écoles font le job, enfin c'est quand même une toute petite portion de l'emploi. Rapprocher l'université de l'entreprise. Oui, l'université, mais l'école surtout. Et à l'école, leur apprendre ce que c'est que l'entreprise. Parce que souvent, les gens débarquent, on les voit de temps en temps débarquer en stage, les enfants en troisième ou en seconde, ils n'ont pas la moindre idée de quoi il s'agit. Jean-Claude Froid, peut-être sur tout ce débat et sur le lien fiscalité, emploi, baisse des impôts de production, nouvelle forme de consensus social. Parce qu'il y a plutôt consensus sur l'idée qu'il faut baisser l'imposition si ça crée de l'emploi. Alors, il y a un consensus, mais je n'ai pas le sentiment que Thomas Piketty partage ce consensus. Donc, c'est un consensus un peu hétérogène sur le fond. Moi, il n'est pas au pouvoir, Thomas Piketty. Il n'est pas au pouvoir. Il y a une domination culturelle. Il peut avoir une forme d'influence. Moi, j'ai pas envie de laisser dire que finalement, les entreprises pourraient être à 45% au moment de la transmission et que c'est un cadeau qu'on leur fait de baisser le taux. Je pense que simplement, il faut retenir que si on a 45% de droits de mutation, elles meurent. Elles meurent, elles sont transmises. Donc, l'application du pacte Dutreil qui amène, je le disais tout à l'heure, à 6%, si on le fait différemment, peut-être à 12% de droits d'imposition, c'est pas un cadeau. C'est peut-être une juste perception de la valeur que crée l'entreprise aussi par l'emploi. Après, je pense qu'il faut aussi de la prudence, et moi, je voudrais insister sur ce point-là. Tous nos clients... Et on fait des centaines de pactes Dutreil par an sur tout le territoire français. Tous nos clients voudraient payer moins d'impôts. Mais je pense que tous nos clients veulent que le pacte Dutreil continue à fonctionner. Et il faut garder à l'esprit que, Renaud Dutreil le disait tout à l'heure d'ailleurs, que la fiscalité, c'est un symbole. Les impôts, c'est des symboles. Et je n'ai pas envie que le pacte Dutreil soit le symbole du prochain gouvernement. Je n'ai pas envie que parce qu'il est trop favorable, parce qu'il devient trop favorable, il soit le symbole de la politique d'un gouvernement qui n'aurait pas exactement les mêmes couleurs que celles qui ont été portées par Renaud Dutreil, parce que l'expérience montre que les régimes fiscaux trop favorables ne durent jamais. Et moi, j'aimerais que le régime du pacte Dutreil, même s'il est compliqué, même s'il mériterait d'être un peu simplifié par certains aspects, j'aimerais que ce régime-là dure parce qu'il est créateur de valeur pour les entreprises et pour les salariés des entreprises qui, du coup, peuvent bénéficier d'un employeur qui est en bonne santé. Frédéric Lucet, peut-être un mot sur les fondations actionnaires d'autres. Ça vous paraît une solution, des fondations actionnaires? Est-ce que vous voyez des gens qui, notamment dans cette recherche de sens, seraient prêts à basculer dans... Bien sûr. Certains l'ont déjà fait. Alors, il est sûr que la fondation actionnaire, dans un souci de pérennité, dans un souci de porter des messages qui vont au-delà du jeu des générations, par exemple, et au-delà du jeu des branches familiales, ça peut être un actionnaire d'appoint extrêmement utile, voire l'actionnaire principal. Mais si c'est l'actionnaire principal, c'est que vous renoncez à tout, ce qui sera quand même extrêmement rare. En revanche, moi j'ai entendu certains clients utiliser la formule de Clémenceau à propos de la guerre, mais à propos du destin de leur entreprise familiale. C'est-à-dire que l'entreprise familiale est quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux actionnaires. Alors c'est pas très positif dans un colloque comme aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant de montrer que cet actionnaire fondation ou fonds de pérennité peut être vu comme corrigeant peut-être certains péchés mignons dont il a été question tout à l'heure du côté des actionnaires familiaux. Pour terminer, Cyril, si vous deviez réécrire ce livre aujourd'hui, vous le répéteriez comment? Toujours les 100 000 familles? Moi, je pense que c'est les 100 000 familles. J'ai toujours mon petit point culturel qui est que les gens sont persuadés que la France appartient à 200 familles. Pas du tout. La France, elle appartient à 100 000 familles qui bossent et qui se lèvent le matin. Bon. Et c'est souvent des petites entreprises. Il y a aussi 67 millions de Français qui vivent sur ce petit bout. Ben oui, c'est le premier employeur français, les entreprises familiales, de très loin. Et c'est pour ça qu'on a fait cette journée, pour en parler. Oui, c'est une très bonne idée. Voilà, merci à vous d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va passer à la dernière table ronde. Nous allons recevoir 2 entrepreneurs pour conclure.